Lors des funérailles de mon père, un général 4 étoiles, ma belle-mère m'a barré la route. Ton uniforme est une honte, a-t-elle sifflé. Mon propre frère a chuchoté, fiche le camp d'ici, sale bâtarde. Il pensait enterrer son héritage. Il n'avait aucune idée qu'ils étaient sur le point d'être enterrés par celui-ci. Je suis Dakota James. J'ai 37 ans et aujourd'hui, j'enterrais mon père. Dans la vieille chapelle militaire d'Arlington, l'air était lourd, et pas seulement de l'odeur des lys et du vieux bois ciré. Il était chargé de l'histoire des hommes tombés au combat. C'était un lourd silence sanctifié que je connaissais bien. Mon uniforme de l'armée était comme une seconde peau. La veste bleu foncé, parfaitement coupée, et la rangée de médailles sur ma poitrine, un lourd et silencieux catalogue de ma vie. Chaque ruban, chaque étoile était un langage que peu de gens comprenaient, le témoignage d'une promesse que j'avais faite à West Point, devoir, honneur, patrie. C'était le seul dialecte que mon père, le général Jonathan James, et moi partagions véritablement et couramment. Mais, à l'entrée en pierre de la chapelle, je n'ai pas été accueilli par un huissier sombre, mais par ma belle-mère, Eleanor Vance. Elle se tenait droite, prête, gardienne d'une cérémonie qu'elle avait orchestrée, et non comme une veuve en deuil. Vêtue d'une robe droite noire d'Oscar de la Renta qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'un jeune soldat, elle m'a jaugé de la tête aux pieds. Son sourire était une parfaite entaille rouge sang, qui n'atteignait pas ses yeux froids et inquisiteurs. Dakota, très cher. Sa voix était comme du miel mêlé d'arsenic, une arme douce qu'elle maniait avec une précision experte. Je sais que tu veux rendre hommage, mais c'est uniforme. Elle a fait un vague geste vers ma poitrine, avec une lueur de dégoût sincère dans son expression. C'est tellement agressif. Ça ne correspond tout simplement pas à l'atmosphère solennelle d'ici. Ça met les gens mal à l'aise. Les mots ont été une frappe calculée. Pendant une fraction de seconde, je me suis retrouvé dans la poussière de Kandahar. Le souvenir de la crasse et de la peur, un contraste saisissant avec l'air parfumé de la chapelle. Mon uniforme n'était pas agressif. C'était un témoignage de survie, quelque chose qu'elle ne comprendrait jamais. Elle a pris le symbole de l'œuvre de ma vie, de mon lien avec mon père, et l'a décrit comme une exhibition vulgaire et de mauvais goût. J'ai gardé mon visage tel un masque d'impassibilité militaire, une compétence perfectionnée dans des endroits bien plus rudes qu'un enterrement à Washington D.C. J'ai serré la mâchoire, mais je n'ai rien dit. À l'intérieur, ces mots résonnaient, mal à l'aise, agressifs. Puis mon demi-frère, Preston, a glissé près de moi avec une arrogance naturelle. À 30 ans, il était l'héritier raffiné et choyé de la dynastie Vance, vêtu d'un costume Tom Ford qui hurlait la richesse héritée, et non le respect mérité. Il s'est penché près de moi, envahissant mon espace personnel. Son haleine était un mélange infect de scotch hors de prix et de mépris. « Papa n'est plus là », a-t-il chuchoté, ces mots, un sifflement venimeux, ne s'adressant qu'à moi. « Tu n'as plus aucune raison d'être ici. Prends ce qu'il te reste de dignité et fiche le camp d'ici, sale bâtarde. » Bâtarde. Le mot n'a pas été crié. Il a été prononcé avec la précision du scalpel d'un chirurgien, conçu pour trancher le dernier fil effiloché qui me reliait à cette famille. C'était une marque au fer rouge, imprimée sur moi lors des funérailles de mon père. J'étais la fille de la première épouse, le vestige gênant d'une vie d'avant Eleanor. Ce mot m'a frappé avec la force d'un coup physique. Pourtant, ma formation m'a maintenu droite, ma posture inflexible. Mes yeux sont restés fixés sur le cercueil recouvert du drapeau à l'avant de la chapelle. J'étais général de division. Je n'allais pas broncher. Pendant que je prenais place dans un banc au fond, isolé, les murmures de l'élite de Washington flottaient autour de moi. J'ai entendu des noms de sénateurs, de lobbyistes. J'ai entendu parler discrètement du déjeuner qui allait suivre, une affaire privée et exclusive à l'hôtel et Adams avec vue sur la Maison Blanche, un événement dont on ne m'avait pas informé. Bien sûr. J'étais une relique à tolérer lors de la cérémonie officielle, mais je n'étais pas de la famille, pas pour les partis qui comptaient pour eux. La cérémonie a été un tourbillon de platitudes de la part d'hommes qui connaissaient le grade de mon père, mais pas son caractère. Quand ce fut fini, alors que les discrets mouvements des puissants commençaient, une voix a traversé l'air comme un coup de fusil. Général de division dans la salle. Garde à vous. C'était le colonel Samuel Carrick, le plus vieil ami de mon père. Sa voix, l'aboiement familier et rocailleux d'un soldat de toute une vie. Ce n'était pas une demande, c'était une détonation sonore dans le silence étouffant et poli. Instantanément, l'atmosphère s'est scindée.
Chaque homme et femme en uniforme, quel que soit leur grade, s'est mis au garde à vous. Le son était un claquement sec et unifié de talons sur la pierre. Un son de respect, un son de loyauté. Même quelques politiciens aux cheveux gris en costume civil, des hommes qui avaient servi des décennies auparavant, ont redressé le dos par réflexe. Ils se tenaient debout, un mur d'honneur silencieux et rigide. Le visage parfaitement sculpté d'Eleanor a enregistré une brève lueur d'incompréhension. Preston avait simplement l'air agacé. Ils observaient le rituel d'une tribu à laquelle ils n'appartiendraient jamais. Le colonel Carrick s'est dirigé directement vers moi, le visage marqué par le chagrin et la détermination. Il est passé devant Eleanor et Preston sans un regard. Dans sa main, il tenait une épaisse enveloppe couleur crème. Il l'a glissée dans ma main gantée. Elle était lourde. J'ai senti le papier de lin fin, les bords nets et complexes du seau de cire, appuyant contre ma peau à travers le fin gant blanc. Elle était scellée avec un tampon de cire rouge foncé, portant la chevalière de mon père. Le général m'a dit. La voix de Carrick était basse, réservée à mes oreilles. Il a dit, si jamais je deviens silencieux, Sam, donne ça à Dakota. Elle est la seule à savoir comment faire rugir le silence. J'ai regardé l'enveloppe. Mes doigts se sont resserrés autour d'elle. Mon chagrin était un brouillard, mais ça, c'était une boussole. Ma rage était un incendie, mais ça, c'était une cible. Mon humiliation était une blessure, mais ça, c'était un ordre direct. Ma mission venait juste de commencer. J'étais assise dans ma chambre d'hôtel aseptisée, l'enveloppe scellée de cire rouge posée non ouverte sur la table de nuit. C'était un phare dans la pénombre, un ordre final attendant d'être lu. Mais mon esprit n'était pas tourné vers l'avenir. Il dérivait dans le passé, dressant la carte des cicatrices qui m'avaient conduite à ce moment. La morsure des mots de Preston, bâtarde, et la cruauté désinvolte d'Eleanor, avaient ouvert une boîte de Pandore de souvenirs. Chacun d'eux était une petite pierre tranchante dans les fondations de ma résilience. Je me souvenais d'avoir 19 ans, tout juste sorti d'une rotation d'entraînement éreintante. Les muscles endoloris, mais le moral au beau fixe. C'était Thanksgiving et j'étais en permission. Je ne pensais qu'à rentrer à la maison, à l'odeur de la dinde farcie à la saucisse de mon père et à sa fameuse tarte à la citrouille. J'avais envie du réconfort simple de la famille, du sentiment d'appartenir à un endroit doux après des mois de difficultés. Je suis entré dans notre maison de Emmeline, m'attendant au chaos chaleureux des préparatifs des fêtes. Au lieu de cela, j'ai été accueilli par un silence glacial. L'air était froid, la cuisine sombre. Sur le comptoir en marbre étincelant, un mot était posé contre une simple boîte triste de macaroni au fromage Kraft. L'écriture en boucle parfaite d'Eleanor disait, Dakota, ton père et moi avons un dîner important avec le sénateur. Tu peux trouver quelque chose dans le frigo. Ne mets pas le bazar. Amour. Amour. Le mot était une moquerie. À 19 ans, j'ai essayé de rationaliser la chose. C'est un dîner important, elle est occupée. J'ai mangé les macaronis au fromage, la poudre orange fluo collant à mes dents, et j'ai essayé d'ignorer la sensation de vide dans ma poitrine. En y repensant aujourd'hui avec la froide lucidité d'une stratège, je le vois pour ce que c'était. Ce n'était pas juste un dîner oublié. C'était une déclaration de valeur. Le sénateur était important. Je ne l'étais pas. Le contraste entre leur festin politique et mon repas transformé bon marché était un message délibéré, une leçon silencieuse et brutale sur ma propre insignifiance. Un autre souvenir refait surface, plus net cette fois. C'était le 30e anniversaire de Preston. J'étais en poste en Allemagne, et j'avais passé des mois à fouiller les magasins d'antiquités et les marchés aux puces de Heidelberg. J'ai fini par le trouver, une carte militaire rare et magnifiquement conservée de la Seconde Guerre mondiale, détaillant le débarquement allié en Normandie. C'était un morceau d'histoire, quelque chose que je savais que mon père, un spécialiste militaire dans l'âme, chérirait. Je l'avais fait encadrer par un professionnel et envoyé chez moi, imaginant sa fierté. Des mois plus tard, lors d'une courte permission, je cherchais quelque chose dans le débarras. Et il était là, mon cadeau. Il était posé contre un mur humide, derrière une pile de vieux magazines et de raquettes de tennis cassées. La vitre du cadre était fêlée. J'ai trouvé Eleanor qui arrangeait des fleurs dans le salon. La carte que j'ai envoyée, ai-je demandé, en gardant ma voix calme. Pour papa? Elle a à peine levé les yeux de ses pivoines. Oh, ce truc, a-t-elle dit d'un geste dédaigneux de la main.
Preston a dit que ça avait l'air trop vieux et lugubre pour sa nouvelle bibliothèque. On a besoin de choses plus lumineuses, tu sais. Elle m'a souri alors, un sourire crispé et compatissant. Tes goûts sont si spécifiques, ma chérie. C'était une autre leçon magistrale dans sa cruauté si particulière, me faisant sentir que mon amour, mes efforts, mon essence même étaient d'une certaine manière mauvais, grossiers. Je me souvenais même de l'une de ses manœuvres les plus publiques. J'étais rentré en permission et j'avais entendu mon père au téléphone avec elle, parlant d'un gala au Chevy Chase Club, l'une des institutions les plus exclusives de Washington. Après avoir raccroché, j'ai vu l'air troublé sur son visage. Il m'a dit plus tard, Eleanor. Elle a pensé que tu ne serais pas à l'aise là-bas. Dakota a dit que c'étaient tous des gens délicats. Sur le moment, j'ai accepté, croyant que mon père essayait de me protéger d'un monde auquel je n'appartenais pas. Maintenant, je vois qu'Eleanor m'isolait, me dépeignant comme une brute sociale, pour s'assurer qu'on me garde hors de vue, loin des esprits. Mais la dernière pièce accablante du puzzle s'est mise en place, alors que je repensais à mon dernier appel vidéo avec lui. Il avait l'air si fatigué, les cernes sous ses yeux ressemblaient à des bleus. Il s'était penché vers la caméra, la voix basse et urgente. Dakota, a-t-il commencé. Il y a des choses ici, des monstres en uniforme de cérémonie. Soudain, Eleanor avait fait irruption dans le cadre, un tourbillon de parfums et de sourires éclatants. Elle avait passé un bras autour des épaules de mon père, le tirant en arrière. Vous parlez encore de guerre, vous deux, avait-elle lancé, les yeux vifs et durs. Allez, chérie. Nos invités arrivent. À bientôt, Dakota. Elle lui avait embrassé la joue, et avait mis fin à l'appel. À l'époque, ça ressemblait à une simple interruption. Maintenant, je le voyais pour ce que c'était, un acte de contrôle, un bâillon. Elle n'avait pas seulement mis fin à un appel. Elle avait coupé court à un avertissement. La distance de mon père, ses silences, les regards peinés que j'avais pris pour de la désapprobation. Ce n'était pas lui qui me repoussait, c'était lui qui échouait à me protéger d'elle. C'était un général 4 étoiles qui pouvait commander des armées. Mais dans sa propre maison, il s'était fait manœuvrer. Les monstres contre lesquels il essayait de me mettre en garde, n'étaient pas seulement au Pentagone. L'un d'eux dormait dans son lit. Et maintenant, elle et son fils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que l'histoire s'arrêtait avec la mort silencieuse de mon père. Ils avaient tort. Le seau de cire rouge sur l'enveloppe de mon père s'est brisé avec un léger craquement. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres, pas d'explication. Juste une seule carte magnétique cryptée, et un morceau de papier plié, avec 2 mots écrits de la main vive et familière de mon père. Trouve Caleb. Le trajet m'a emmené au cœur des Blue Ridge Mountains de Virginie, un monde à des années-lumière du formalisme guindé de Washington D.C. C'était un endroit aux routes sinueuses, aux forêts denses, et aux petites communautés où les gens allaient pour disparaître. Les coordonnées m'ont conduite à un chemin de terre qui semblait se dissoudre dans les bois. J'ai garé ma Jeep et j'ai continué à pied, le crissement des feuilles sous mes bottes étant le seul bruit. La cabane était presque invisible, nichée dans un creux et construite en bois sombre et patiné. Mais en m'approchant, j'ai vu les signes subtils d'une forteresse, une clôture en fil de fer presque invisible, de petites caméras à détection de mouvements montés haut sur les troncs de vieux chênes, une antenne parabolique, un terminal Starlink incliné vers le ciel. Un centre nerveux moderne caché dans la coquille rustique. C'était la maison d'un homme qui ne voulait pas être trouvé. Alors que je franchissais un seuil invisible, une voix métallique de synthèse a résonné depuis les arbres. Propriété privée. Partez immédiatement. J'ai campé sur mes positions. La lourde porte de la cabane renforcée d'acier s'ouvrit en grinçant, et un homme apparut. Il ressemblait à un animal acculé, mince et nerveux, avec une barbe sauvage, et des yeux hantés et brûlants. Dans sa main, tenue avec une aisance habituelle, se trouvait un pistolet SIG Sauer, braqué droit sur ma poitrine. Je ne reçois pas de visiteurs, grogna-t-il, la voix éraillée par le manque d'usage. Je n'ai pas cherché ma propre arme. J'ai simplement brandi le mot plié pour qu'il puisse lire les 2 mots. Ses yeux se sont plissés, suivant le papier. Il a abaissé le SIG Sauer, mais seulement d'1 centimètre. La tension est restée, une chose palpable dans l'air frais de la montagne. Bon sang, John, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour moi. Tu as toujours su comment attirer les gens dans les ennuis, même depuis la tombe. Il a hoché la tête, une invitation silencieuse à entrer.
À l'intérieur de la cabane, c'était une explosion de chaos organisé. L'extérieur rustique cédait la place à un centre de commandement numérique. Des rangées de serveurs bourdonnaient doucement, leur lumière clignotante projetant une lueur verte et ambrée sur les murs bruts. Des fils serpentaient sur le sol comme des lianes, connectant des moniteurs, des disques durs, et d'étranges appareils construits sur mesure. Ça sentait l'ozone, le café rassis, et la paranoïa. C'était Caleb Callor, anciennement de la Défense Intelligence Agency, agence du renseignement de la défense. Un fantôme. Le fantôme de mon père. Il vous a laissé ça, ai-je dit en tendant la carte magnétique. Cal l'a prise sans un mot. Il l'a glissée dans un terminal, et son attitude s'est transformée. Le regard sauvage dans ses yeux s'est affiné en une concentration intense. Ses longs doigts fins ont volé sur le clavier, un tourbillon de mouvements à la fois frénétique et précis. Un écran noir s'est rempli de lignes de code vert en cascade. Ils ont utilisé un algorithme de la terre brûlée sur ces fichiers, a déclaré Cal, les yeux rivés sur le moniteur. Effacer et écraser cette fois, puis fragmenter les restes sur une douzaine de serveurs leur. Des amateurs. Il a prononcé le dernier mot avec l'ombre d'un sourire. Pendant des heures, je l'ai regardé travailler. J'étais un général sans armée, un stratège observant un nouveau genre de guerre se dérouler sur un champ de bataille numérique. Cal expliquait son processus par phrases courtes et saccadées, comme s'il faisait un rapport à un supérieur. Il a dit que c'était comme réassembler un vase grec brisé, mais que chaque tesson était écrit dans une langue morte différente, et que l'image originale était un secret d'État. Le bourdonnement bas et constant des serveurs était le seul son, la bande-son de notre descente dans le monde caché de mon père. J'ai fait du café, fort et noir, comme font les soldats. C'était tout ce que je pouvais faire, un petit acte de soutien dans une guerre que je ne comprenais pas encore. Puis, après ce qui a semblé une éternité, Cal s'est figé. J'en ai un, a-t-il soufflé. Sur l'écran principal, un seul fichier journal s'était matérialisé depuis les terres numériques, Chimera Y Alpha Log. C'était une liste de noms caviardés, d'expéditions codées, et d'autorisations de transfert cryptées. Ça ne voulait rien dire pour moi, mais alors mes yeux ont accroché une ligne qui n'avait pas été entièrement effacée. Un nom, clair comme le jour. Le général Alistair Blackwood. Mon sang s'est glacé. Le nom m'a frappé avec la force d'un souvenir physique. Je le voyais, le flash d'une fête de Noël au Pentagone, il y a des années. Mon père et Blackwood, debout côte à côte, des flûtes à champagne à la main. Ils souriaient tous les deux pour l'appareil photo, mais même alors j'avais remarqué quelque chose de crispé dans le sourire de mon père, une tension autour des yeux que l'appareil photo ne pouvait pas cacher. Cal a pointé un doigt tremblant vers l'écran. Une chimère, a-t-il dit, d'un chuchotement bas et effrayé. Dans la mythologie, c'est un monstre composé des parties de différents animaux, un lion, une chèvre, un serpent. Il m'a regardé, les yeux écarquillés par une terrible compréhension. Ce n'était pas un projet, Dakota. C'est une conspiration, et je crois qu'on vient de trouver la tête de la bête. La découverte du nom d'Alistair Blackwood n'a pas apporté de soulagement. Elle a apporté une concentration glaciale, tranchante comme un rasoir. La chasse n'était plus une recherche abstraite de monstres. Elle avait un visage, un grade et une histoire entrelacés avec la mienne. Cal travaillait comme un homme possédé, la sueur perlant sur son front, son monde entier se réduisant aux écrans lumineux devant lui. Il a expliqué que le journal Chimera n'était que le conteneur, un verrou numérique. Les vraies données, les bijoux, étaient cachés à l'intérieur, fragmentés et dissimulés avec un niveau de paranoïa que je devais respecter. Ton père était un génie paranoïaque, marmonna Cal, ses doigts n'étant plus qu'un flou sur le clavier. Il a pointé du doigt une chaîne de données apparemment aléatoires, qui ressemblait à des parasites numériques. Ce n'est pas du bruit. C'est un fantôme. Il a utilisé la stéganographie, dissimulant des fichiers audio cryptés dans le bruit blanc inoffensif d'autres enregistrements. L'homme transformait les rapports publics quotidiens en boîte aux lettres mortes numériques, un véritable espion de la guerre froide, à l'ère numérique. Je me tenais derrière lui, les mains serrées en poing sur les côtés, un général inutile regardant la guerre d'un seul homme. J'ai ressenti un élan d'impuissance professionnelle, un sentiment que je détestais. Toute ma carrière avait été axée sur l'action, le commandement et le contrôle. Ici, mon autorité ne signifiait rien. Je ne pouvais qu'observer, attendre et faire du café. J'ai préparé une nouvelle cafetière, noire et assez forte pour décaper la peinture d'un cuirassé,
et j'ai placé un mug fumant près de son coude, un petit geste de soutien, un geste de soldat. Cal s'est enfoncé plus profondément dans le labyrinthe numérique, exécutant un programme propriétaire qu'il appelait Janus. Il a dit que c'était un outil de renseignement, qui, selon la rumeur, était mythique, conçu pour reconstruire des fichiers audio endommagés ou cachés, en analysant les harmoniques résiduelles, l'écho laissé dans le silence. Il écoute le silence entre les sons, a-t-il expliqué, les yeux rivés sur l'écran. Les heures se sont succédé, marquées seulement par l'inclinaison changeante de la lumière à travers la fenêtre de la cabane, et le niveau décroissant du café dans la verseuse. Soudain, Cal a levé la main, son corps s'immobilisant. Contact. Il a isolé un minuscule fragment audio, le nettoyant des parasites dans lesquels il avait été enfoui. Il m'a regardé, une question silencieuse. J'ai hoché la tête. Il a appuyé sur lecture. La voix qui a rempli la petite cabane était froide, tranchante et totalement dénuée d'émotion. C'était une voix habituée à donner des ordres et à ce qu'on y obéisse sans poser de questions. Une voix de pouvoir absolu. C'est un problème. Assurez-vous qu'il n'ait jamais l'occasion de témoigner devant le comité. L'air a quitté mes poumons dans un seul halètement silencieux. Ce n'était pas une suggestion, c'était un ordre. Un ordre d'exécution. Mes soupçons, mon chagrin, ma rage, tout s'est solidifié en une certitude terrible et indéniable. Les doigts de Cal ont de nouveau volé, exécutant un programme de reconnaissance vocale sur une base de données de la sécurité nationale, à laquelle il n'aurait pas dû avoir accès. Quelques secondes plus tard, un portrait officiel est apparu à l'écran. Le visage était beau, décoré, et souriait du sourire d'un prédateur. Le nom en dessous confirmait ma pire crainte, Général Alistair Blackwood. Une barre verte a clignoté en bas de l'image. Probabilité de correspondance vocale, 99,7%. Il n'y avait aucun doute, c'était lui. Un bloc de glace s'est formé dans ma poitrine, lourd et étouffant. Mon père n'était pas mort d'une crise cardiaque, il avait été éliminé. Un général 4 étoiles, un homme qui avait consacré 40 ans de sa vie à son pays, effacé comme un pion sur un échiquier parce qu'il était devenu un problème. La froideur calculée de tout cela était plus horrible que tout acte de violence sur le champ de bataille que j'ai jamais vu. C'était une trahison de l'intérieur. Continue de chercher, ai-je dit, d'une voix grave que j'ai à peine reconnue comme mienne. Cal a hoché la tête, le visage sombre. Il est retourné à son travail, sa concentration étant désormais teintée d'une énergie vengeresse. Le temps a passé. Puis un autre fichier audio a émergé. Celui-ci était différent. La qualité était meilleure, plus claire, comme s'il avait été enregistré sur un autre appareil. Les yeux de Cal ont croisé les miens avant qu'il n'appuie sur lecture. La voix de mon père a rempli la pièce. Elle était grave, chaleureuse, et si douloureusement familière. C'était comme une main me serrant le cœur. Mais sous la chaleur, il y avait une urgence, une finalité qui a fait se dresser les poils sur mes bras. Dakota, si tu entends ça, ça veut dire que je n'ai pas survécu. Ne pleure pas pour moi. J'ai vécu une vie bien remplie, mais cela signifie aussi que tu as trouvé la piste. Tu as toujours été le meilleur soldat que j'ai jamais connu. Mon souffle s'est coupé. J'ai fermé les yeux très fort, essayant de retenir la brûlure soudaine et chaude des larmes. Mais sa voix a continué, un testament d'outre-tombe. Ne fais pas confiance au système, il est compromis. Fais confiance à ton instinct, et ne t'arrête pas, ma fille, pour rien au monde, quel qu'en soit le prix. Il y a eu une pause, une inspiration tremblante qui trahissait la contenance inébranlable du général. C'était le son d'un père, pas d'un officier. Termine la mission. Sa voix s'est brisée sur les 3 derniers mots. Le son de l'amour infini d'un père, perçant le dernier ordre désespéré d'un commandant. Et puis, il n'est resté que le doux bourdonnement des serveurs. Le silence qui a suivi, a été plus lourd, plus profond qu'aucun que j'ai jamais connu. La glace dans ma poitrine s'est brisée, et à sa place s'est allumée une rage incandescente, brûlant le chagrin. Ce n'était plus un simple message. Ce n'était pas un murmure de conspiration. C'était une mission qui m'avait été confiée par mon commandant. C'était une dernière volonté que mon père m'avait transmise. Il avait su. Il avait su qu'il viendrait le chercher. Et il avait laissé cette piste, croyant et sachant que je serais celle qui la suivrait jusqu'au bout, que je serais celle qui terminerait le combat qu'il ne pouvait pas. Mon chagrin était une tempête, mais mon nouveau but était une ancre.
Ma voix n'était plus cachée, elle était illuminée par le sacrifice ultime de mon père, le dernier ordre de mon père. Termine la mission, a résonné dans mon esprit. La mission avait maintenant deux fronts, l'un contre l'obscure conspiration qui l'avait tué, et l'autre contre la famille qui essayait de l'effacer. Pour mener la première guerre, j'avais besoin de ressources, du genre de ressources enfermées dans la maison où j'ai grandi. J'ai conduit ma Jeep pour retourner dans les rues familières, bordées d'arbres, de Hemseline, en Virginie. Le manoir des Vance se dressait derrière de hautes grilles en fer forgé, une forteresse blanche et étincelante de nouveaux riches, et de vieilles rancunes. C'était un endroit de surface polie, et de cruauté cachée. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone, la petite lentille de la caméra me fixant comme un œil froid et sans ciment. Un instant plus tard, la voix d'Eleanor, filtrée et métallique, a crépité dans le haut-parleur. « Qui est-ce » ? « C'est moi, Dakota. » Une longue pause s'est étirée, lourde de dédain. « Nous n'avons rien à nous dire. C'est une propriété privée. Veuillez partir. » J'ai gardé ma voix calme, précise, comme on parle à un négociateur hostile. Selon la loi de l'État de Virginie, en tant que descendante directe, j'ai le droit d'être informé des questions concernant le testament. Un rire sec et grinçant a résonné dans le haut-parleur. C'était un son dépourvu de toute chaleur. Le testament. Oh, enfant naïve, ton père n'a rien laissé pour ceux qui trahissent leur famille. Trahir. Mes années de service, la vie que je m'étais construite sur les principes qu'il m'avait enseignés. Elle a transformé tout cela en un acte de trahison. Avant que je puisse répondre, le portail principal est resté fermé, mais une plus petite grille piétonne s'est ouverte avec un clic. Preston a émergé, et il n'était pas seul. À côté de lui, marchait un homme vêtu d'un costume élégant et cher, portant une mallette en cuir. L'avocat. C'était une embuscade planifiée. Preston s'est avancé d'un pas nonchalant vers le portail, avec un sourire en coin suffisant et triomphant. Sa Maserati Ghibli était garée dans l'allée circulaire derrière lui, sa calandre polie luisant comme les dents d'un prédateur. « Grande sœur » a-t-il commencé, son ton dégoulinant d'une condescendante pitié. « Écoute, laisse-moi être très clair pour que même ton simple esprit militaire puisse comprendre. » Il s'est arrêté juste à l'intérieur du portail, l'utilisant comme une barrière, une représentation physique de mon exclusion. L'avocat se tenait silencieusement derrière lui, un vautour en costume à rayures. « Papa a signé un nouveau testament il y a 6 mois, a annoncé Preston, en projetant sa voix pour un effet maximal. Tout. Cette maison, les actions, les fonds fiduciaires, tout nous revient à ma mère et à moi. Ton nom, il a fait une pause, savourant le moment, n'est mentionné aucune fois. Tu es une note de bas de page supprimée, Dakota. Une erreur qui a été corrigée. Il a brandi une épaisse liasse de papier, l'agitant comme un trophée, me donnant une vue claire de la signature de mon père au bas de la page. Une signature qui semblait fatiguée, forcée. Une fureur froide et dure a commencé à monter en moi, mais je l'ai gardée sous contrôle, pour ne montrer aucune faiblesse. Je me fiche de l'argent, Preston, ai-je dit d'une voix dangereusement calme. Je veux les effets personnels de mon père. Ses médailles, ses journaux de son bureau. Preston a ri, un son fort et laid. Des effets personnels ? Tu parles de ces vieilleries dans son ancien bureau ? On a tout fait débarrasser. On a vendu ça à un collectionneur. Tu sais, il s'est penché en avant, d'un air complice, on avait besoin de place pour mon nouveau salon de divertissement. La cruauté désinvolte de la chose, la profanation absolue de la mémoire de mon père, était stupéfiante. Ils ne lui avaient pas seulement pris son argent, ils avaient vendu son âme pour une plus grande télévision. Je l'ai regardé, fixant l'espace vide où un frère aurait dû être, et je n'ai ressenti que du mépris. Il a vu l'expression de mes yeux, et son sourire narquois s'est crispé. Il s'est rapproché des barreaux du portail, baissant la voix jusqu'à un murmure venimeux. Tu n'as jamais vraiment fait partie de tout ça, Dakota. Tu n'étais qu'une erreur, un souvenir de sa première vie pour lequel mon père a dû payer. Un fantôme. Il m'a scruté de la tête aux pieds, son regard s'attardant sur mon uniforme avec dégoût. Maintenant, file d'ici avant que j'appelle la sécurité. Ne salis pas mon allée. Ne salis pas mon allée. C'était le coup de grâce. La dernière indignité, la rupture finale. Pendant des années, j'avais enduré leurs affronts, leurs exclusions, leurs campagnes silencieuses de guerre psychologique. Tout ça pour le bien de mon père.
Mais mon père n'était plus là, le cessez-le-feu était terminé, et les règles d'engagement avaient changé. Ils pensaient avoir tout le pouvoir, enfermés dans leur forteresse de richesse et de papier. Ils pensaient que j'étais un fantôme. Ils allaient découvrir que les fantômes peuvent encore hanter, et qu'ils peuvent encore faire la guerre. Je suis retourné à la cabane de Cal, avec un feu froid brûlant dans mes tripes. L'humiliation subie dans ma maison d'enfance avait cautérisé mon chagrin, laissant derrière elle quelque chose de dur, de tranchant et de brutalement clair. J'ai fait les 100 pas sur le sol de la cabane, les planches de bois usées gémissant sous mes bottes. Un métronome agité annonçant la guerre. J'étais un tigre en cage. Les barreaux de la cage étaient forgés par la cupidité de ma famille, et l'arrogance de mon ennemi. Chaque détail de la rencontre repassait dans mon esprit, le silence suffisant de l'avocat, le sourire triomphant de Preston, l'insulte dédaigneuse finale. Ne salis pas mon allée. Ils ont pris ma maison. Ils vendent l'héritage de mon père morceau par morceau, comme s'il s'agissait de pacotille dans un vide-grenier. Ils vont payer, ai-je dit, des mots sourds et sans appel. Cal, penché sur ses terminaux, a levé les yeux de l'écran où le fichier audio de l'ordre de Blackwood était affiché comme l'étendard d'un ennemi capturé. Nous avons l'ordre de tuer, a-t-il dit, d'une voix pragmatique, me ramenant à la menace immédiate. C'est la preuve irréfutable. Nous pouvons la divulguer à la presse, au New York Times, au Washington Post. Laissons-les s'en emparer. Ce sera à la une des journaux. Je me suis arrêté de faire les 100 pas, et j'ai secoué la tête, une stratégie claire se dessinant dans le chaos de ma colère. Non, c'est trop prévisible. C'est leur jeu sur leur terrain. Ils publieront un démenti officiel. Ils l'enterreront sous une montagne de 100 commentaires, et lanceront une enquête interne de plusieurs années. Qui n'aboutira discrètement à rien. Blackwood résistera à la tempête. L'histoire mourra en une semaine et nous aurons gaspillé notre meilleure arme. J'ai croisé le regard de Cal, mon esprit me semblant enfin de nouveau m'appartenir. Clair, stratégique, concentré. Je veux attaquer là où ils s'y attendent le moins, non pas dans la presse, mais dans leur propre monde. Je veux utiliser leur arrogance contre eux. J'ai montré du doigt le fichier audio sur son écran. Peux-tu isoler un extrait de 10 secondes, juste sa voix disant « Assurez-vous qu'il n'ait jamais l'occasion de témoigner ». Pas de contexte, pas de bruit de fond, rien d'autre. Un lent sourire de loup s'est dessiné sur le visage de Cal. Le regard hanté dans ses yeux a été remplacé par la lueur d'un prédateur à qui l'on vient de tendre un morceau de viande de choix. Général, je peux faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il vous le chuchote directement à l'oreille, depuis les profondeurs de l'enfer. Il s'est mis au travail, ses doigts dansant sur le clavier. Quelques minutes plus tard, il l'avait. Un extrait net et désincarné de 10 secondes, de pur venin incriminant. L'étape suivante consistait à choisir le champ de bataille. Non pas une place publique, mais un club privé. Un endroit où les bonnes personnes écoutaient. Un endroit bâti sur la crédibilité discrète et les connaissances internes. Le perchoir de la sentinelle, ai-je dit. Cal a hoché la tête en signe d'approbation, une lueur de respect dans les yeux. Le perchoir de la sentinelle était un forum en ligne privé, uniquement sur invitation, destiné aux officiers militaires en service et à la retraite, aux analystes du renseignement et aux entrepreneurs du secteur de la défense. C'était une salle numérique des VFW, vétérans des guerres étrangères, où les secrets servaient de monnaie d'échange, et où les réputations se faisaient ou se brisaient du jour au lendemain. Un murmure sur le perchoir pouvait devenir un rugissement au Pentagone le lendemain matin. C'était l'endroit idéal pour semer le doute. À l'aide d'un compte anonyme et fortement crypté, Cal a mis en ligne le fichier audio de 10 secondes. Il lui a donné un titre simple et provocateur, « Quelqu'un reconnaît cette voix ». Aucun autre commentaire, aucune explication. Nous avons juste jeté le caillou dans la mare, et attendu les ricochets. Et nous sommes restés assis dans la pénombre de la cabane, la lueur des écrans éclairant nos visages, fixant l'écran dans un silence lourd d'anticipation. Pendant les premières minutes, rien. Puis, un premier commentaire est apparu, on dirait Blackwood. Un autre a suivi rapidement, pas possible. Ça ne peut pas être lui. La qualité est trop propre. C'est réel? C'est quoi la source? Ne publie pas ces conneries sans citer de source. L'intonation est la bonne. J'ai assisté à des briefings avec lui pendant 20 ans. C'est lui, je parierais ma pension là-dessus. En moins d'une heure, le fil de discussion avait explosé. Il comptait des milliers de vues,
et des centaines de commentaires. Des analystes du renseignement d'origine électromagnétique à la retraite passaient l'audio dans leur propre logiciel de spectrogramme, débattant de la forme d'onde. Des anciens combattants se disputaient sur l'inflexion précise du mot « comité ». Les journalistes qui rôdaient sur le forum envoyaient des messages privés aux posteurs anonymes, cherchant désespérément la source. La mare était devenue une mer bouillonnante de spéculations et de suspicions. Une satisfaction froide et aiguë s'est installée dans mes tripes. J'avais jeté la première pierre, et j'avais atteint ma cible. La vraie victoire est toutefois survenue le lendemain. Le ricochet avait atteint le rivage et s'était transformé en raz-de-marée. Blackwood a paniqué. Sous la pression de son bureau, le service de presse officiel du Pentagone a publié une déclaration formelle. Je l'ai lue à haute voix sur un site d'information, sur le moniteur de cale, d'une voix posée. Nous sommes conscients qu'un clip audio fabriqué de manière malveillante et créé à l'aide d'une technologie avancée d'hypertrucage, deepfake, circule en ligne dans l'intention de diffamer les états de service exceptionnels du général Alistair Blackwood. J'ai regardé Cal, les sourcils froncés. Cela semblait être un démenti standard et efficace. Mais Cal a renversé la tête en arrière et a ri. Un rire fort et sincère qui a résonné dans la petite cabane. Les imbéciles, a-t-il exulté, en pointant un doigt triomphant vers l'écran. Ces imbéciles arrogants et prévisibles. Ils sont tombés en plein dans la zone d'abattage. Quelle erreur, ai-je demandé en me penchant en avant. Ses yeux brillaient d'une victoire intellectuelle. Ils sont tellement concentrés sur le fait de nier le comment, qu'ils ont oublié le quoi. Ils ont nié que c'était réel. Mais ils n'ont pas nié que c'était lui. Ils viennent de confirmer la voix en la qualifiant d'hypertrucage. Ils ont admis au monde entier que la voix sur cette bande appartient à Alistair Blackwood. Il s'est calé dans son fauteuil, une expression de joie pure et non dissimulée sur le visage. La bataille ne fait que commencer, général, et nous venons de remporter le premier round sans tirer un seul vrai coup de feu. La satisfaction de notre petite victoire a été une lueur fugitive, aussitôt engloutie par l'obscurité grandissante. La bête avait été provoquée, et maintenant elle chassait. J'ai retrouvé le colonel Carrick pour prendre un café dans un petit établissement de Georgetown, un endroit avec des planchers en bois usés, et une riche odeur de grains torréfiés. Nous avons parlé à voix basse. Il m'offrait le peu de soutien qu'il pouvait au sein du système, et je sentais les murs se refermer sur moi. Il m'a prévenu que Blackwood était en train d'agir, réclamant des décennies de faveur, son influence s'étendant comme des tentacules toxiques dans les moindres recoins sombres du Pentagone. J'ai quitté le café en ressentant une angoisse tactique familière, un nœud qui se resserrait dans mon estomac. Quand je suis arrivé au parking public où j'avais laissé mon Jeep Grand Cherokee, je l'ai vu immédiatement. Les 4 pneus étaient crevés, tailladés avec une efficacité brutale qui témoignait d'une malveillance professionnelle, et non d'un acte de vandalisme aléatoire. C'était un message d'intimidation. Mais ce n'était pas le pire. Coincé sous l'essuie-glace, se trouvait une photographie en noir et blanc imprimée sur du papier glacé bon marché, lisse et sale au toucher. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. C'était une photo de Cal et moi à l'intérieur de sa cabane, éclairée par la lueur verte fantomatique de ses moniteurs. Elle avait été prise de l'extérieur à travers la fenêtre, de nuit. Une image voyeuriste et glaçante qui hurlait un seul message terrifiant, « Nous savons où tu es. Nous voyons tout. » L'effroi glacial sur ma peau était une sensation que j'avais connue lors de mes missions en territoires hostiles. La guerre n'était plus en ligne. Elle était là. J'étais pourchassé. Le lendemain matin, le système a riposté de toute sa force bureaucratique écrasante. Une convocation officielle est arrivée, apportée par un coursier au visage de pierre. Je devais me présenter immédiatement au Pentagone. J'ai été escorté non pas dans un bureau, mais dans une petite salle de conférence sans fenêtre du ring, une boîte stérile conçue pour vous faire sentir insignifiant. 2 colonels du bureau de l'inspecteur général étaient assis en face de moi, autour d'une table polie, leurs visages pareils à des masques passifs. Ils étaient les inquisiteurs du système. Ils n'ont pas posé de questions sur Blackwood. Ils n'ont pas posé de questions sur Shimra. Ils n'ont pas posé de questions sur mon père. Leurs questions étaient un piège soigneusement construit, un champ de mine juridique. Ils m'ont accusé d'avoir enfreint les protocoles de sécurité nationale, d'avoir diffusé des informations classifiées, d'avoir eu une conduite indigne d'un officier et préjudiciable au bon ordre, et à la discipline de l'armée américaine. C'était une tentative de destruction de réputation dans les règles de l'art,
une enquête formelle AR 156 conçue non pas pour découvrir la vérité, mais pour en créer une officielle. Général de division James, a déclaré le colonel le plus âgé, d'une voix plate et dépourvue de respect, vous êtes par la présente suspendu de toutes vos fonctions pour une durée indéterminée, dans l'attente des conclusions de cette enquête. Comme sur commande, la porte s'ouvrit et un officier de la police militaire en uniforme entra. Il était jeune, le visage raidi par l'inconfort de son devoir. Il fuyait mon regard. Madame, dit-il doucement, je dois vous demander votre carte d'accès commune. Ma carte CAC. Un simple morceau de plastique, mais c'était la clé du monde que j'avais construit, mon accès aux bases, au système, à mes emails, à toute ma vie professionnelle. C'était mon identité de soldat. Je la sortis de mon portefeuille et la posai sur la table. Le plastique claqua bruyamment dans la pièce silencieuse. J'avais l'impression qu'on m'écorchait vive. Au moment où le policier militaire prit la carte, j'ai ressenti un profond sentiment de perte. Sans elle, je n'étais plus général, j'étais juste Dakota James, une civile. J'avais été officiellement excommunié par l'institution même que j'avais juré de défendre au péril de ma vie. Le coup de grâce est venu ce soir-là. J'étais assise dans une chambre de motel bon marché et anonyme, l'air empestant la fumée rance et le désinfectant. Une alerte info est apparue sur mon téléphone. Mon demi-frère Preston était l'invité d'un célèbre podcast politique de droite, le visage rayonnant d'une inquiétude moralisatrice. Il a tissé un magistral tissu de mensonges, la voix dégoulinante d'une fausse sympathie. Il m'a dépeinte comme une femme mentalement instable, traumatisée par des années de combat. Une sœur jalouse qui n'arriverait jamais à la hauteur de sa propre réussite. Ma sœur est une figure tragique, en réalité, a déclaré Preston dans le micro. Elle n'arrive pas à accepter que notre père m'ait choisi pour perpétuer son héritage. Elle s'en prend à tout le monde. Ces folles accusations. Elles ne sont que le fruit d'un esprit troublé et plein de haine. Le récit s'est répandu comme une traînée de poudre. Les sections de commentaires se sont remplies de vitriol, vindicatives, folles, ingrates. Les murs ne se contentaient pas de se refermer, ils s'étaient effondrés sur moi. J'étais enterré. Et, alors que j'étais assise là, seule dans le silence bourdonnant de cette chambre bon marché, la lueur du téléphone éclairant mon visage, je dois vous demander, avez-vous déjà été dans cette situation? Avez-vous déjà vu votre vérité, le cœur même de ce que vous êtes et de ce que vous avez vécu, détourné et transformé en une arme pour être utilisé contre vous, en particulier par votre propre famille? Vous a-t-on déjà dit que vous étiez instable, que vous étiez fou, que vous étiez trop émotif, simplement parce que vous disiez une vérité qu'il ne voulait pas entendre? C'est un type de violence bien spécifique. Il vous isole, il vous discrédite. Il retourne le monde contre vous jusqu'à ce que vous commenciez à douter de votre propre santé mentale. C'est leur arme la plus puissante. Ce ne sont pas les pneus crevés, ni les papiers officiels. C'est ce murmure insidieux qu'ils plantent dans votre propre esprit, peut-être. Peut-être qu'ils ont raison. Le silence bourdonnant de cette chambre de motel bon marché, dans la banlieue du Maryland, était un tombeau. J'étais enterrée vivante sous le poids des mensonges de ma famille, et de la trahison du Pentagone. Le doute qu'ils avaient si soigneusement semé, avait commencé à prendre racine. Peut-être qu'ils ont raison. Cette pensée était un murmure venimeux au fond de mon esprit. C'est à ce moment de désespoir absolu, les yeux fixés sur le plafond lézardé, que mon téléphone jetable s'est mis à vibrer contre le couvre-lit élimé. Un numéro masqué. J'ai failli l'ignorer, mais un instinct, une lueur d'espoir de soldat, m'a poussé à répondre. Allô? La voix d'un jeune homme, serré par l'angoisse, s'est précipitée. Général de division James, Je ne peux pas parler longtemps. Mon nom n'a pas d'importance, mais ma cousine était Lyra Soto. Le nom m'a frappé comme une décharge électrique. Lyra Soto. Une jeune et brillante capitaine qui avait travaillé dans le bureau de mon père. Les journaux avaient annoncé sa mort, il y a une semaine. Un accident de voiture impliquant un seul véhicule sur la George Washington Memorial Parkway. Une défaillance des freins. Une tragédie. Mais je savais qu'il n'y avait pas d'accident dans cette guerre. Avant de mourir, la voix du jeune homme tremblait, elle m'a donné quelque chose. Elle m'a fait promettre. Elle a dit, s'il m'arrive quoi que ce soit, trouve Dakota James. Elle seule saura quoi faire. L'espoir, vif et douloureux, a transpercé le brouillard de mon désespoir. Qu'est-ce qu'elle vous a donné?
Je ne peux pas le dire. Il faut qu'on se voie. À Union Station, près de la Grande Horloge. Dans 1 heure. Venez seul. La ligne a été coupée. Union Station était une mer de chaos contrôlé, de touristes, de banlieusards, un fleuve de visages anonymes. C'était l'endroit idéal pour qu'un fantôme rencontre un autre fantôme. Je me tenais près de la Grande Horloge, me sentant exposé et vulnérable. Un jeune homme en sweat à capuche, le visage pâle et tiré, est passé devant moi sans croiser mon regard. En me frôlant, il a glissé quelque chose de froid et de métallique dans ma main, une petite clé USB rouge. Il n'a pas ralenti son allure, se fondant dans la foule, avant même que je puisse murmurer un mot de remerciement. De retour dans la cabane de Cal, mon seul véritable sanctuaire, j'ai tenu la clé USB dans mes mains. C'était une clé en fer, un appareil crypté de niveau militaire. Les attaques par force brute étaient inutiles. Elles s'autodétruiraient après un trop grand nombre de tentatives infructueuses. Je l'ai inséré dans l'ordinateur portable de Cal. Une demande de mot de passe est apparue. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Cal en se penchant par-dessus mon épaule. J'ai essayé tout ce qui me venait à l'esprit. L'anniversaire de Lyra, celui de mon père, son numéro d'identification militaire. Rien. Accès refusé. Chaque échec ressemblait à une porte qui claquait. « Attends » a dit Cal, le regard vif. « Arrête de penser comme un ordinateur. Pense comme un soldat. Lyra te connaissait. Elle te faisait confiance. Elle aurait choisi quelque chose que toi seul pourrais connaître. La fondation, le credo. » J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé West Point. J'ai imaginé le visage de mon père, le jour de ma remise de diplôme. J'ai senti l'air vif de l'automne, et j'ai entendu les mots. J'ai pris une grande inspiration et mes doigts ont tapé le mot de passe. 3 mots, sans espace, devoir honneur patrie. Accès autorisé. Un seul fichier vidéo est apparu à l'écran. J'ai cliqué dessus. Le visage de la capitaine Lyra Soto a rempli l'écran. Elle était magnifique, ses yeux sombres écarquillés par une peur qu'elle essayait de maîtriser. « Général James » a-t-elle dit, sa voix assurée, malgré le tremblement que je pouvais voir dans ses mains. « Si vous regardez ceci, c'est que je n'ai pas survécu. Cela signifie qu'ils m'ont eu. » Blackwood fait le ménage. Elle a pris une respiration tremblante. « J'étais l'assistante de votre père. J'ai vu ce qu'il faisait. J'ai tout copié. Le serveur Shimra en entier. Toutes les preuves sont sur ce disque. Je vous en prie, faites en sorte que mon sacrifice signifie quelque chose. » La vidéo s'est terminée. Mes mains tremblaient. Cal a posé une main rassurante sur mon épaule, alors que je parcourais les autres fichiers. Tout était là. Un labyrinthe de tromperies. Des dossiers financiers détaillant des transferts d'armes illégaux, des ordres codés transférant de l'armement de haute technologie à des puissances hostiles. Et puis, j'ai trouvé un dossier simplement intitulé Testament. Je l'ai ouvert. C'était une série de fichiers audio enregistrés par mon père. Sa voix était calme, posée, comme un homme lisant son propre testament pour qu'il soit consigné. Il a exposé toute la conspiration de Blackwood, comment il utilisait le projet Shimra comme une caisse noire personnelle, pour vendre les secrets de l'Amérique aux plus offrants. Il a trahi son serment, disait la voix enregistrée de mon père, un tremblement de pure et juste colère brisant finalement son calme. Il a trahi ce pays. Je l'ai confronté. Il m'a donné le choix. Le silence, ou la mort. Il y a eu une longue pause. J'ai retenu mon souffle. J'ai choisi les deux, a dit mon père, la voix désormais remplie d'un amour profond et douloureux. Un silence temporaire, et une mort qui donnerait à ma fille la vérité dont elle aurait besoin pour parler à ma place. J'ai craqué. Un sanglot rauque, déchirant, s'est échappé de ma gorge, et je me suis effondré en avant, la tête dans les mains. Les larmes que j'avais retenues depuis si longtemps, ont fini par couler, chaudes et amères. Il n'avait pas seulement été assassiné, il avait orchestré son propre martyre. Il avait transformé sa propre mort en pièce à conviction finale. Un flambeau brûlant, passé de sa main à la mienne. J'ai pleuré le père que j'avais perdu. Le héros qu'ils avaient tué. La jeune femme courageuse qui était morte pour cette vérité. Puis j'ai essuyé mes larmes. Le feu de mon chagrin s'était forgé en l'acier froid et dur de la détermination. J'avais l'arme. J'avais la vérité.
Maintenant, j'avais une guerre à gagner. Le bal annuel de l'armée, organisé dans l'immense salle de bal principale du Walter E. Washington Convention Center, était le cœur scintillant du complexe militaro-industriel. Des généraux et des politiciens, des lobbyistes et des entrepreneurs du secteur de la défense, tous ceux qui comptaient y étaient, nageant dans une mer d'uniformes d'apparat et de robes de soirée. C'était le territoire de mon ennemi, et ce soir, j'allais le réduire en cendres. J'avais troqué mon existence de chambre de motel, contre les lignes impeccables de mon uniforme de service de l'armée. La veste bleue foncé, les cuivres polis, les rangées de médailles. C'était mon armure, c'était mon autorité, et j'allais la reprendre. Je n'étais pas suspendu, je n'étais pas une paria. Ce soir, j'étais la générale de division Dakota James, et j'étais en mission. Quand j'ai franchi la grande entrée, une vague de murmures a parcouru la pièce. Toutes les têtes se sont tournées. J'ai vu Eleanor et Preston debout près de la table d'honneur, encadrant un général Blackwood confiant et souriant. Leurs visages se sont figés. Le sourire parfaitement peint d'Eleanor s'est crispé en une grimace. Preston avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il ne me voyait pas comme une invitée, mais comme un problème qui refusait de rester enterré. Eleanor s'est penchée et a chuchoté avec insistance à Blackwood. Il m'a jeté un coup d'œil, une lueur d'agacement dans les yeux, puis il a simplement haussé les épaules, un petit geste dédaigneux. Son arrogance était son défaut fatal. Il me voyait comme une officier en disgrâce et impuissante, une mouche qu'on chasse de la main. Il pensait que ma présence ici était un pathétique et ultime acte de défi. Il n'avait aucune idée que je n'étais pas là pour la fête. J'étais là pour chasser. La soirée s'éternisait, avec des amabilités forcées et des discours d'autosatisfaction. Finalement, le moment que j'attendais est arrivé. Le maître de cérémonie s'est avancé vers le podium, pour commencer un hommage à l'héritage de mon père, le général Jonathan James. C'était un flot de platitudes aseptisées, soigneusement choisies pour louer la légende, tout en ignorant l'homme. Au moment où il a terminé son discours creux, j'ai bougé. Je me suis avancé sur la scène avec une détermination calme et délibérée, qui imposait l'attention. La salle est devenue silencieuse. J'ai pris le micro des mains du maître de cérémonie stupéfait. Pardonnez-moi pour cette interruption, ai-je dit, ma voix résonnant, claire et assurée, dans le puissant système de sonorisation de la salle de bal. Tous les regards étaient braqués sur moi. Mais il manque un détail crucial à cet hommage. J'ai laissé le silence planer un instant, puis j'ai tourné mon regard directement vers la table de Blackwood. Mon père, le général Jonathan James, n'est pas mort de cause naturelle. Il est mort parce qu'il détenait une vérité que certaines des personnes les plus puissantes de cette pièce voulaient enterrer. J'ai vu le sourire de Blackwood vaciller. Eleanor a pâli. Il a été assassiné. Un halètement collectif a parcouru le public. Le silence qui a suivi était absolu, un vide mort et lourd. Dans ce silence, j'ai appuyé sur un petit bouton de la télécommande que j'avais dans la main. Les immenses écrans derrière la scène, qui affichaient les cuissons de l'armée, se sont allumés, et une voix, celle de Blackwood, a rempli la salle de bal. Froide, précise et indubitable. C'est un problème. Assurez-vous qu'il n'ait jamais l'occasion de témoigner devant le comité. L'ordre d'exécuter mon père a résonné sur les lustres de cristal. La salle de bal entière était figée dans une incrédulité stupéfaite. À la table de Blackwood, le visage d'Eleanor était un masque d'horreur blanc comme la craie. Sa flûte à champagne a glissé de ses doigts tremblants, et s'est brisée sur le sol poli. Le son a retenti comme un coup de feu dans le silence. Preston, le visage blême, a reculé de la table en titubant, comme pour s'enfuir. J'ai repris la parole, ma voix perçant le choc comme de l'acier. Les preuves complètes et non censurées du projet Shimra, y compris les fichiers détaillant la trahison et le complot en vue de commettre un meurtre, ont été remises à l'inspecteur général du département de la Défense, et à tous les principaux médias de ce pays il y a exactement 5 minutes. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, les portes principales de la salle de bal se sont ouvertes à la volée. 4 officiers de la police militaire en uniforme, au visage sévère et professionnel. Leurs brassards MP, police militaire, brillant sous les lumières, ils ont fait leur entrée dans la salle, au pas. Ils n'ont regardé ni à gauche, ni à droite. Leur mouvement était économique et direct. Ils ont marché droit vers la table d'honneur, droit sur le général Alistair Blackwood. Ils n'ont rien dit. Ils n'en avaient pas besoin. La salle entière a regardé, le souffle coupé,
le visage de Blackwood semblait s'affaisser. L'arrogance, le pouvoir, la confiance, tout s'est évaporé, laissant place à un vieil homme gris et vidé. Il s'est levé lentement de sa chaise, avec des mouvements raides. Il n'a opposé aucune résistance lorsqu'un des MP lui a pris les mains, et les a attachés dans son dos avec une paire de menottes. Le clic des menottes a été le seul bruit dans la vaste salle. Ils l'ont emmené, un roi déchu qu'on fait sortir de son château. La foule s'écartait devant eux, une mer de témoins silencieux et stupéfaits. Ma guerre était terminée. Le jeu était fini. La tempête que j'avais déclenchée sur Washington a été rapide et purificatrice. Dans les semaines qui ont suivi, les piliers d'un empire corrompu se sont effondrés en poussière. Le général Alistair Blackwood a été reconnu coupable de trahison et de meurtre par un tribunal militaire à huis clos, et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, à Fort Leavenworth. La fondation de la famille James a été gelée, ses actifs saisis, révélant un réseau de sociétés écrans et de comptes offshore. Preston a fait l'objet d'une série d'accusations fédérales pour fraude, et a troqué sa Maserati et ses costumes Tom Ford pour une combinaison orange. Et Eleanor, elle a tout simplement disparu. La reine de la société de Washington a abdiqué son trône, se retirant dans un exil de honte et d'anonymat, qu'elle s'est elle-même imposé. Lors des réunions d'information, les enquêteurs ont révélé un dernier détail du plan complexe de mon père. Le serveur de sauvegarde de Shimra, celui que Lyra avait copié, était protégé par un système d'authentification à 2 facteurs, conçu par lui-même. Il nécessitait la carte CAC physique d'un officier général, et un seul mot de passe complexe. Il avait conçu une serrure que seul moi, sa fille, pouvait ouvrir. Il ne m'avait pas seulement fait confiance, il avait fait de moi la clé. J'étais la sécurité intégrée, l'unique gardienne de sa vérité et de son honneur. Ma suspension a été levée, mon dossier effacé avec des excuses officielles du secrétaire de l'armée en personne. Mais je ne me sentais pas triomphante, je me sentais juste sereine. Le feu de ma rage s'était éteint, laissant derrière lui le terreau calme et fertile de la paix. Quelques mois plus tard, une invitation est arrivée. C'était une demande pour être la conférencière principale de la promotion sortante à West Point, pour retourner là où mon voyage avait commencé. Debout sur la scène du Eisenhower Hall, regardant la mer de cadets vêtus de gris, des milliers de jeunes visages enthousiastes, qui ressemblaient tant à ce que j'avais été autrefois. J'ai senti que la boucle de ma vie était bouclée. L'air était chargé d'histoire, des fantômes de MacArthur, d'Eisenhower et de mon père. J'ai mis de côté mes notes préparées. Ils vont vous enseigner beaucoup de choses, ici, ai-je commencé, ma voix étant assurée et claire. Ils vous enseigneront la stratégie. Ils vous enseigneront la logistique. Ils vous apprendront comment diriger, et comment obéir aux ordres. J'ai fait une pause, laissant mon regard parcourir le vaste auditorium. Mais je suis ici aujourd'hui, pour vous parler de la seule chose qu'ils ne peuvent pas vous enseigner. La seule chose que vous devez trouver en vous-même, et c'est la conscience. Le plus dur pour un soldat, ce n'est pas de suivre un ordre, c'est de savoir quand ne pas le faire. C'est reconnaître quand un ordre, aussi officiel soit-il, viole votre serment. Quand il viole votre honneur. Quand il viole l'âme même de cette nation. Votre devoir ne s'adresse pas seulement à la chaîne de commandement. Votre devoir ultime, c'est envers la vérité. Quand j'ai eu terminé, la salle a explosé. Ce n'était pas que des applaudissements polis, c'était une ovation debout. Un tonnerre de respect qui m'a envahi, guérissant des blessures dont je ne soupçonnais même plus l'existence. Alors que les applaudissements se poursuivaient, le colonel Carrick, désormais à la retraite, s'est avancé sur la scène. Ses pas étaient plus lents, mais son dos était tout aussi droit. Il n'a pas dit un mot. Il m'a simplement tendu un drapeau américain parfaitement plié. C'était le drapeau qui avait recouvert le cercueil de mon père. L'armée me le rendait officiellement, non pas en tant que fille endeuillée, mais en tant qu'héritière reconnue. C'était des excuses, c'était un acte de restauration, c'était la paix. Je l'ai accepté. Le triangle d'étoiles et de rayures, étroitement plié, semblait lourd et sacré dans mes mains. Après la cérémonie, alors que je quittais la salle, une jeune femme cadette s'est approchée de moi, les yeux brillants d'une énergie farouche et nerveuse. Elle serrait un programme dans sa main. « Madame, Général James » a-t-elle balbutié, les joues rouges. « Pourriez-vous signer ça pour ma petite sœur ? Je veux lui montrer que les femmes peuvent être des lionnes aussi. » J'ai regardé cette jeune femme, cette future dirigeante,
et j'ai vu le reflet d'un héritage que je n'avais pas réalisé être en train de bâtir. Un héritage non pas de richesse ou de pouvoir, mais de courage. Je lui ai pris le programme des mains. Pour la première fois depuis ce qui m'a semblé être une éternité, un sourire sincère et léger est apparu sur mon visage. Ce sera un honneur, ai-je répondu. En signant mon nom, j'ai su que je n'avais pas seulement récupéré l'héritage de mon père, j'avais forgé le mien. Et ce faisant, j'avais éclairé la voie pour qu'une nouvelle génération de lionnes la suive. Mon histoire a trouvé sa paix, mais je sais que beaucoup d'entre vous sont encore au milieu de leur propre bataille. On vous a fait sentir comme si vous étiez le problème, la personne difficile, le fantôme dans l'histoire de votre propre famille. S'il vous plaît, entendez ceci. Votre vérité a de la valeur, votre expérience est réelle. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Si mon histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner à Chosen Revenge. Nous partageons des histoires pour ceux qui ont été réduits au silence, pour vous rappeler votre force et vous faire savoir que vous êtes vus, que vous êtes entendus et que l'on vous croit.